Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement dédiée à la saison 2 de The Mandalorian et plus particulièrement à ce deuxième épisode de cette saison 2, ou plutôt devrais-je l'appeler le chapitre 10, la passagère. Mais brièvement, j'aimerais revenir sur 4-5 petits clins d'œil que je n'avais pas trouvé dans l'épisode précédent et que vous m'avez présenté en commentaire. Nous avons par exemple le texte qui défile autour de l'étoile de la mort, qui est en réalité le texte d'introduction de l'épisode 6, le retour du Jedi. Par la suite, lorsque la cosplayeuse d'Ellen Ripley est heureuse de retrouver l'enfant, elle fait en réalité référence aux Gremlins, que je n'ai d'ailleurs toujours pas vu, ouais je sais, honte à moi. Mais nous avons aussi une référence à un comics sur Obi-Wan que j'ai lu, dans lequel le vieux Jedi propose à un habitant de Tatooine de boire à partir d'un fruit de John Land, ce que font les Tusken dans ce même épisode. D'ailleurs, le bruit que fait l'aliment quand il craque est un son que l'on pouvait déjà entendre dans Star Wars 4. Where is the ambassador? Nous avons aussi une référence à Iron Man lorsque Cobb Vanth détruit le transport des membres de la compagnie minière. Ce qui n'a pas grand chose d'étonnant car Jon Favreau, qui était le réalisateur de cet épisode, était également le réalisateur du premier Iron Man. Et enfin, dans la dernière vidéo, je vous disais que je trouvais le design du Dragon Crate plutôt étrange. Mais en réalité, rien d'anormal à tout cela, car bien que le design le plus connu soit celui du lézard, il existe plusieurs sous-espèces de Dragon Crate, donc tout est bien respecté. Mais bref, pour en revenir à ce nouvel épisode, eh bien je dois vous dire que d'un certain point de vue, je l'avais vu venir. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent, mais j'étais sûr que le cliffhanger de l'épisode précédent n'apporterait rien de nouveau à ce chapitre. Nous avons donc droit à certes un épisode plutôt filler, mais qui reste néanmoins très appréciable. On notera par ailleurs qu'en contrairement aux épisodes 5 et 6 de la première saison, on reste ici vraiment dans la continuité de l'épisode précédent. Il reprend là où il nous avait laissé, ce qui n'était pas forcément le cas dans la saison 1. Et comme je vous le disais, cet épisode est plutôt agréable, et il est la véritable preuve concrète qu'avec The Mandalorian, les différents réalisateurs qui se succèdent peuvent essayer de nouvelles choses en mettant en pratique de nouveaux genres cinématographiques dans l'univers de Star Wars. On retrouve bien sûr de l'humour dès le départ et à certains passages de l'épisode, mais j'ai trouvé qu'une certaine partie s'apparentait plutôt à de l'horreur. Bon, de l'horreur plutôt light au niveau de Star Wars, donc c'est pas terrifiant, mais néanmoins ça en avait l'apparence. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir les réalisateurs tenter de nouvelles choses sur cette série. Mais ça c'était seulement pour mon avis no spoil concernant ce deuxième chapitre, et nous allons dès à présent pouvoir passer à la partie spoiler. Donc dans ce nouvel épisode, qui commence par un petit passage pas forcément nécessaire et qui est probablement là pour faire augmenter la durée de l'épisode, un peu comme le passage avec les Scout Troopers du chapitre 8, mais la chute finale, et c'est le cas de le dire, était plutôt amusante, et cela permet encore une fois, et ça ne va pas être la seule de cet épisode, de montrer le lien qui se renforce entre l'enfant et son père de substitution, donc le Mandalorien. D'ailleurs, il y a évidemment tout un parallèle à faire entre ça et la passagère que va transporter le Mando, car celle-ci cherche à protéger sa progéniture par-dessus tout, donc afin de transporter ses œufs et de les mettre en sécurité. Ce qui est donc un parallèle évident avec la situation du chasseur de primes qui doit protéger l'enfant en attendant de le ramener auprès de ses proches. D'ailleurs, tant qu'on y a parlé de l'enfant, celui-ci va durant tout l'épisode se montrer particulièrement attentif vis-à-vis des œufs, allant même jusqu'à utiliser la force pour les attirer à lui. Bon après, on apprend plus tard que finalement c'est juste pour les manger, mais au-delà de cela, je me demande s'il n'y aurait pas un autre message caché, et est-ce que par un pur hasard, on ne nous préparerait pas inconsciemment à découvrir que l'espèce de Yoda et donc de l'enfant ne serait pas amenée à naître dans des œufs. Je pense que c'est une théorie qui vaut le coup de s'y intéresser, car ce n'est pas le seul moment de l'épisode où nous verrons des œufs. Lorsque le Mando lui interdit d'en manger d'autres, le bébé découvre d'autres œufs, avec une petite araignée à l'intérieur cette fois-ci, et là encore il va la bouffer. Et je pense qu'il va vraiment falloir commencer à s'inquiéter, car il mange vraiment tout ce qui lui passe sous la main, et c'est pas très rassurant. Tiens d'ailleurs, ces araignées sont probablement des Krykna, une espèce qu'on pouvait déjà trouver sur Atolon dans Star Wars Rebels, mais également dans un vieux concept art de Ralph McQuarrie pour l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Au-delà de ça, au niveau cinématographique, je n'ai pas grand chose à dire. Mes connaissances sur ce sujet sont, je l'admets totalement, plutôt limitées, mais on peut évidemment remarquer que le tempo change clairement lorsque l'on passe à la partie horreur, et durant ce passage, c'est surtout à la musique que j'ai essayé de prêter attention, car celle-ci doit forcément s'adapter à la situation. Et la scène s'installe avec d'abord un long silence et uniquement les bruitages des petites araignées qui éclosent. On peut d'ailleurs voir que la taille de la menace évolue progressivement, d'abord les toutes petites mais extrêmement nombreuses araignées, puis les moyennes et enfin les gigantesques qui se mettent à poursuivre la petite troupe. À ce moment-là, la bande sonore est juste composée d'un brouhaha très brutal avec des sonorités très aiguës et des sons stridents qui perdurent pour bien insister sur le côté dangereux et terrifiant de la menace. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste et c'est seulement mon interprétation de la chose à partir de mes maigres connaissances.
Bref, pour parler du reste de l'épisode, on peut évidemment revoir Mos Eisley au début du chapitre. J'ai d'ailleurs trouvé que contrairement à la saison 1, on avait nettement plus la sensation de s'y trouver, avec des gens qui se baladent un peu partout, des vaisseaux qui décollent ou atterrissent, bref, on sentait qu'il y avait de la vie, ce qui n'était pas du tout le cas dans le chapitre 5 de la saison 1. On retourne d'ailleurs dans la cantina pour y retrouver la cosplayeuse qui joue certainement au sabak à en croire la forme des cartes, avec un alien insectoïde, donc en somme une fourmi géante, qui dans mes souvenirs apparaissait déjà dans la saison 1. Dans la liste des autres clins d'œil que j'ai pu trouver, je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser que lorsque la passagère mange en attrapant des objets avec sa langue, ça ne soit autre chose qu'une référence à Jar Jar, qui faisait la même chose dans l'épisode 1 avant de se faire réprimander par Qui-Gon. Et enfin, bien sûr, vous l'aurez sûrement repéré, mais Dave Filoni s'accroche à son rôle de pilote, bien que ça ne soit qu'un petit caméo. Bref, pour conclure, cet épisode était ma foi tout à fait sympathique, pas très utile certes, mais plutôt sympathique, et si je ne me trompe pas, je pense que le prochain chapitre devra nous mener sur la planète bretonne du trailer, qui ne sera donc pas Mon Calamari, car la lune et non pas la planète s'appelle la lune portuaire de Trask dans le système de la géante gazeuse Kol Iben. En plus, on nous dit que cela se trouve à moins d'un système de Tatooine, on est donc bien loin de Mon Cala, qui se trouve pour ainsi dire à l'opposé sur une carte. Et donc on devrait y retrouver des Mandaloriens, mais pas seulement, car dans la bande-annonce, nous pouvions observer brièvement le personnage de la catcheuse Sasha Banks, qui jouerait donc possiblement Sabine Wren, ce qui devrait être le cas d'après les rumeurs, et je ne pense pas que le Mando retombera de sitôt sur sa propre tribu. Il me semble donc qu'il est tout à fait possible qu'il tombe sur d'autres Mandos qu'il ne connaîtrait pas, et l'éventualité que cela soit Sabine me semble donc tout à fait crédible. Bref, voilà plus ou moins tout ce que j'ai pu remarquer dans cet épisode, et j'attends bien sûr vos retours concernant ce nouveau chapitre pour que l'on puisse échanger tous ensemble dans les commentaires ou bien sur mon serveur Discord dont le lien se trouve dans la description. Sur ce, j'espère que cette nouvelle analyse vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en vous rendant sur mes pages Tipeee ou Utip. Je me permets également au passage de remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.